Que se passe-t-il entre l'Algérie et le Mali et plus largement, que se passe-t-il entre l'Algérie et les pays du Sahel? Alors, on va commencer par l'Indonésie. L'Indonésie est connue pour être le pays de l'unité dans la diversité. En effet, en Indonésie, qui est un pays très majoritairement musulman, respecte, tolère l'ensemble des croyances religieuses, notamment dans cette partie du monde qui s'appelle l'Asie. Et récemment, en Indonésie, il y a eu la conférence des parlementaires des pays musulmans, qui regroupe à peu près 57 pays, dans le cadre de l'Organisation de la coopération islamique. Jadis, on l'appelait l'Organisation de la conférence islamique. Alors, l'Indonésie est connue déjà depuis 1955, lorsqu'il y a eu cette fameuse conférence de Bandung, qui réunissait 29 pays dits du tiers-monde. Et à l'époque, avant même l'indépendance algérienne, nous avions des brillants représentants algériens, parmi lesquels Dal Hussein et Ahmed Layarmou. Donc l'Indonésie, au-delà d'être le pays musulman le plus important en termes de population, l'Indonésie, c'est historiquement un pays qui a été au firmament de la lutte contre les inégalités à travers le monde. Alors, cette conférence des parlementaires des pays musulmans a-t-elle été un succès? Apparemment, non. Pourquoi? Car, comme à leurs habitudes, d'habitude on disait les Arabes, maintenant c'est les musulmans. Les musulmans adorent se montrer, se jeter en spectacle devant les caméras du monde entier pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord. Vous connaissez la fameuse phrase du grand intellectuel, historien, géographe, sociologue Ibn Khaldoun: les Arabes se sont entendus pour ne pas s'entendre. Alors maintenant, ce virus de la désunion, de la division touche aussi nos frères maliens de ce Sahel qui fait tant couler d'encre depuis un certain nombre d'années. Alors, je vais vous montrer une revue qui s'appelle Islam et Société de novembre 92, qui s'appelle donc Islam et Société au sud du Sahara. Donc, ça tombe bien puisque nous allons parler des rapports entre l'Algérie et le Mali. Et lorsqu'on ouvre, la page 103, déjà, on nous disait qu'en décembre 91, il y avait le 6e sommet de l'organisation de la conférence islamique, et il se posait la question de savoir si c'était une réussite ou un échec. Donc c'était à Dakar, décembre 1991. Alors, il y a 3 pages, hein, c'est pas long, donc je vais juste vous citer 2 phrases. Écoutez bien. La défection de nombreux souverains et chefs d'État du monde arabe est sans nul doute l'un des faits majeurs de ce 6e sommet de l'organisation de la conférence islamique, donc aujourd'hui organisation de la coopération islamique. Pour une fois, j'insiste sur le mot, pour une fois que le monde islamique se réunissait en Afrique subsaharienne, les leaders arabes ont brillé par leur absence. C'était la première fois que les pays dits musulmans se réunissaient en Afrique, c'est-à-dire en Afrique noire. D'habitude, c'était toujours dans un pays ou arabe ou asiatique, c'est-à-dire principalement au Moyen-Orient. Donc en décembre 91, les Arabes musulmans ont fait un effort en acceptant qu'un pays d'Afrique noire organise ce sommet de l'organisation de la coopération islamique. Donc il y avait très peu de chefs d'État arabes. Donc déjà il y avait un conflit entre les Arabes et les Noirs musulmans qui, quelque part, préfigure ou peut être une grille d'analyse ou de lecture de ce qui est en train de se passer aujourd'hui entre l'Algérie, pays nord-africain, avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui sont des pays noirs africains. Il n'en demeure pas moins. Que s'est-il passé à l'occasion de ce sommet? Des pays arabes, en l'occurrence l'Arabie Saoudite, a décidé d'annuler la dette des pays les plus pauvres. Donc je cite cette phrase: le sommet n'est pas forcément un échec,
outre les fonds et la logistique considérables mobilisés pour la tenue du sommet dont le Sénégal a surtout bénéficié, car le sommet a eu lieu à Dakar, capitale du Sénégal, différentes mesures ont été prises en matière de coopération économique, y compris l'annulation de la dette publique des pays les moins avancés membres de l'organisation par l'Arabie Saoudite, qui ont été accueillis favorablement. Vous savez, nos pays sont toujours un peu comme des enfants. Quand on leur fait des petits cadeaux, ils sont contents, comme à Noël ou au moment de l'Aïd. Donc là, c'était les pays africains, les pays musulmans les plus pauvres, qui étaient très contents que l'Arabie Saoudite annule leur dette publique. Voilà, c'est ici. Alors, il n'y a pas que l'Arabie Saoudite qui a annulé la dette publique de pays musulmans ou africains, quelle que soit leur religion. L'Algérie, déjà, en 2012 et en 2013, avait annulé la dette de 14 pays africains. Vous imaginez? Donc là, c'est l'agence Ecofin. Eco, c'est-à-dire économique et fin, c'est finance. Donc, je cite, c'est un article du 30 mai 2013, mais il est partout, évidemment. Alger annule la dette de 14 pays africains sans leur exiger de contrepartie. Vous voyez comment l'Algérie a toujours été généreuse. On est gentil quand même, hein, avec l'argent du pétrole et du gaz. Parfois, il est arrivé à notre pays de faire des cadeaux. Alors ça, c'était 2013. Mais dans ce même article, on dit déjà qu'en 2012, plusieurs journaux algériens ont indiqué que le président Bouteflika de l'époque, avait discrètement décidé d'annuler une dette cumulée de 3 milliards sur 10 pays africains. Vous imaginez? 3 milliards de dollars sur 10 pays africains. C'est énorme. Et en 2013, donc un an après, l'Algérie a procédé à l'annulation des dettes d'un montant de 902 millions de dollars qu'elle détenait sur 14 pays membres de l'Union africaine. Donc, quand vous calculez bien, 3 milliards en 2012 plus 902 millions de dollars en 2013, ça fait à peu près 4 milliards de dollars d'annulation de dette de l'Algérie à l'égard de 14 pays africains. C'est absolument colossal. Malgré cela, ben oui, parce que il faut bien parler de ce qui fâche. Malgré cela, nos frères africains, vous savez qu'en islam, tous les musulmans sont frères, quelle que soit la couleur, qu'ils soient blancs, jaunes, marron, vert, rouge. Vous avez compris, quel que soit le code couleur, tous les musulmans sont frères en islam. Malgré cela, que s'est-il passé lors de cette conférence en Indonésie, à Jakarta, des parlementaires des 56 ou 57 pays musulmans? Nos frères du Mali, en tout cas le représentant du Mali, a publiquement dénoncé l'Algérie en disant que l'Algérie soutiendrait le terrorisme au Mali. Vous imaginez? Vous imaginez la gravité? Alors on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. L'Algérie, le Mali ont des relations historiques, fraternelles. Je vous rappelle que le Mali, à l'époque du président Modibo Keïta, qui était un grand chef d'État malien, avait dépêché pendant quelques années 500 soldats maliens, en plus des 500 soldats éthiopiens, pour sécuriser la frontière entre l'Algérie et le Maroc après la guerre des Sables de 1963. Donc le Mali a contribué à ce qu'il y ait la paix entre le Maroc et l'Algérie, qui, comme vous le savez, sont les deux enfants terribles de l'Afrique du Nord. Vous savez, je suis bien placé pour le dire, parce que je suis moi-même algérien, comme la majorité de ceux qui regardent cette vidéo. Donc, le Maroc et l'Algérie sont les deux enfants terribles de l'Afrique du Nord. Et à l'époque, le Mali avait ce qu'on appelle des sages, un peu à la Sénèque. Vous connaissez Sénèque, le grand stoïcien de l'Antiquité, la sagesse, de la constance du sage. À l'époque, le Mali était un pays où il y avait des sages. Et oui, des sages. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la donne a changé. Donc maintenant, le Mali, qui a des relations historiques, économiques, sociales, humaines importantes avec l'Algérie, depuis qu'il y a eu ce double coup d'État en 2020-2021, a décidé de sortir les grands chevaux et
ou les grandes cornes, ou les grandes déclarations, alors il n'hésite pas, hein, le Mali n'hésite plus. Je ne parle pas du peuple malien, je ne parle pas des intellectuels maliens, je parle des nouveaux décideurs maliens depuis 2020-2021. Il n'y a plus aucun respect. Voilà, le respect, c'est fini. Et bien sûr, la propagande a été mise en place à travers les médias maliens pour dénigrer, critiquer, traiter de tous les noms l'Algérie. Et donc maintenant, on est des terroristes. Voilà, terroristes. Alors pourquoi terroristes? Alors, vous savez l'incident qu'il y a eu au niveau du drone malien qui a été abattu par l'armée algérienne, donc à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Cette affaire-là fait couler beaucoup d'encre. Ce drone avait été acheté donc par le Mali à la Turquie. Vous savez que la Turquie est un partenaire de l'Algérie, notamment dans le domaine de l'acier, avec l'usine Tosyali près de Warna Betaiwa. Vous savez que les Turcs possèdent 80% de cette usine d'acier à la périphérie d'Oran, mais la Turquie vend des drones aux Maliens pour je ne sais quoi, ou surveiller les frontières avec l'Algérie, ou je ne sais pas, peut-être mener des opérations ciblées. Donc le double jeu de la Turquie, il faudra à un moment donné qu'on adresse le problème, parce que c'est pas normal. D'un côté, ils ont 80% de l'acier algérien à Bataïwa, et de l'autre côté, ils vendent des drones au Mali qui cherchent, en tout cas, les militaires maliens cherchent un peu les problèmes. Donc aujourd'hui, les députés maliens traitent l'Algérie de terroriste. Alors que, franchement, est-ce que l'Algérie commet des actes terroristes au Mali? C'est pas sérieux. Vous savez, j'ai fait exprès d'être aujourd'hui en tenue africaine. Alors je tiens à dire que c'est une styliste sénégalaise qui s'appelle Fatima qui a confectionné donc cet habit traditionnel africain. Et là, vous avez l'image d'un Touareg, donc du Sahara. Alors, l'Algérie n'a pas du tout apprécié cette déclaration du représentant malien à Jakarta en Indonésie. Donc c'est dans toute la presse algérienne. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Donc le représentant de l'Algérie à ce sommet, c'est un des représentants, le député Mohamed Yazid Ben Hamouda, a répondu de façon très calme, un peu à la Sénèque, la Constance du Sage. Alors, comment a-t-il répondu? Il a dit comment l'Algérie peut porter atteinte à un pays, en l'occurrence le Mali, un peuple avec lequel elle a des relations historiques, fraternelles et sociales depuis très longtemps. Et il a rappelé aussi que Alger avait abrité toutes les initiatives de paix maliennes, et notamment la dernière, en 2015, où était signé l'accord pour la paix et pour la réconciliation que le pouvoir malien a décidé, comme vous le savez, de remettre en cause et carrément d'annuler il y a quelques mois. Donc je poursuis. Il n'y a pas que l'Algérie qui a répondu très calmement et très diplomatiquement aux accusations terribles du Mali à l'encontre de notre pays. Vous savez que le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, qui s'appelle Volker Turk, a appelé hier, c'est-à-dire il y a 3 jours, le chef donc du pouvoir malien, Assimi Goïta, a abrogé un décret relatif à la dissolution des partis. Vous savez ce qui s'est passé au Mali? Donc le Mali qui nous donne des leçons en ce moment, je parle bien du pouvoir malien qui donne des leçons à l'Algérie en l'accusant de terrorisme. Il faut l'entendre quand même, un pays qui a été traumatisé par 10 années de terrorisme dans les années 90. Maintenant, notre frère malien voisin se permet de nous jeter comme ça, en pleine figure, des accusations qui ont coûté extrêmement cher au peuple algérien. Alors, qu'est-ce qui se passe au Mali? Donc, en plus de semer, on va dire, la discorde diplomatique avec l'Algérie, en utilisant évidemment la propagande, les médias, etc. Le pouvoir malien a décidé, ni plus ni moins, la dissolution de tous les partis politiques. Je ne sais pas si vous imaginez la gravité. Alors d'habitude,
dans les pays africains, on laisse les partis politiques. Il y a eu dans les années 60, 70, 80, on va dire le règne du parti unique. Alors maintenant, c'est fini. Là, on est passé au stade supérieur. Le Mali a décidé d'annuler toute vie politique. Voilà, il n'y a plus de parti politique, c'est fini, on n'en parle plus. Voilà. C'est extraordinaire quand même. Hein. Donc c'est dans toute la presse. Hein. Alors les partis, les pauvres, ils soutenaient jusqu'à maintenant le nouveau pouvoir militaire malien, oui, souveraineté nationale, oui, le Mali doit récupérer ses richesses, le Mali doit retrouver sa gloire d'antan. Mais ils s'attendaient pas à ce que les militaires maliens disent c'est fini la récréation, il n'y a plus de politique maintenant. C'est ou bien vous dites ce qu'on exige de vous, ou c'est fini. Donc c'est la prison. Eh oui, il n'y a plus de parti, c'est fini. Donc, l'abrogation pure et simple de la charte des partis politiques. Donc ça, c'était le 12 mai. Est-ce que vous imaginez? Donc plus de partis, plus d'organisations politiques. Alors les pauvres partis maliens qui jusqu'à maintenant soutenaient le régime, en tout cas le pouvoir militaire malien, ils ont voulu manifester. Ils leur ont dit attention, si vous continuez à manifester, vous savez ce qui va se passer. C'est ou la prison ou la mort. Voilà. Donc évidemment que en tant qu'Algérien, je ne peux que dénoncer l'abrogation de la vie politique au Mali, même si dans notre pays c'est compliqué et vous le savez. Mais de là à abroger tous les partis politiques, là vraiment c'est le niveau, c'est le nec plus ultra. Là, on a atteint vraiment un niveau extraordinaire. Vous savez, il n'y a pas que l'abrogation des partis politiques qui a été décidée par les militaires maliens. L'entourage du chef, donc M. Assimi Goïta, a demandé tout simplement que Assimi Goïta, qui devait juste rester 3 ans au pouvoir, hein, dans le cadre d'une transition politique, mais vous savez, en Afrique, le temps, c'est pas un temps suisse, hein, c'est pas la montre suisse. Hein. 3 ans, c'est-à-dire, ça peut être 30 ans. Hein. C'est très élastique, comme me disait le directeur de la prison d'Orléans. Il m'a dit, la loi en Algérie, c'est élastique. Le temps en Afrique, il est très élastique. De 3 ans, ça dure, là. Ça fait 4 ans. Donc alors, les proches du chef militaire du Mali ont carrément dit qu'il fallait nommer Monsieur Assimi Goïta président pour une durée de 5 ans renouvelable. Voilà, sans élection, sans rien. Comme je vous disais, à l'époque, aux années 60, 70, 80, il y avait le règne du parti unique, mais il y avait des élections, même si le peuple n'avait pas d'autre choix qu'un seul candidat. Donc il y avait des scores fleuves, 90, 95, 98, 99%. Mais là, il n'y a même pas d'élection. C'est-à-dire c'est une nouvelle phase que sont en train de connaître certains pays africains. Il n'y a même plus d'élection. On fait même plus semblant. Vous savez, Monsieur Assimi Goïta, changer de nom, président, c'est démodé. Puisqu'il n'y a pas d'élection, il faut changer de nom. Il faut carrément vous instituer roi du Mali. Comme à l'époque du royaume du Mali ou du royaume Songhai, dont on va parler dans quelques minutes. Oui, mes chers frères maliens, puisque vous ne voulez plus d'élection, il faut pas vous appeler président. Quand il n'y a pas d'élection, c'est plus une république, ça s'appelle une monarchie. Donc j'invite le chef militaire du Mali à changer de nom. C'est plus le président de la transition, c'est le roi du Mali. Un peu comme Bokassa dans les années 70, s'était autoproclamé empereur de la République centrafricaine avant que le président français de l'époque, qui avait bénéficié des diamants de Bokassa, signe la fin de la récréation et le destitue en facilitant un coup d'État qui a mis fin à l'empereur Bokassa. Vous savez, l'histoire est terrible. Hein. Moi, j'invite mes frères maliens à méditer ce qui s'est passé en République sud-africaine, au temps de Bokassa. Vous savez, quand on commence à voir la grosse tête, il y a quand même un Dieu au-dessus de nous. Hein. Subhanahu. On est musulmans, non? Les Maliens sont musulmans, sont des frères. Et quand quelqu'un veut devenir pharaon à la place du pharaon, ou empereur à la place de l'empereur, ou roi à la place du roi, il peut y avoir un sacré effet boomerang, voilà, à méditer. Donc plus de partis politiques
au Mali, donc abrogation totale. Et vous savez que chez nos frères du Niger et du Burkina Faso qui font partie de l'AES, les partis politiques ont été suspendus aussi. Alors qu'est-ce qui fait que nos frères maliens, nos frères nigériens, nos frères burkinabés sont tout d'un coup pris par la fièvre autoritaire? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Bah, vous savez qu'il y a nos mercenaires russes qui rôdent dans ces pays-là. Et un peu, nos mercenaires russes ont pris la place des mercenaires français des années 60, 70, 80. Vous vous en souvenez de Bob Denard? C'était le roi des mercenaires français qui était au service de la France-Afrique, qui avait été érigé par le général de Gaulle, et Bob Denard était envoyé avec des mercenaires pour organiser des coups d'État en Afrique, aux Comores. Et aujourd'hui, bah, les Français n'ont plus les moyens d'organiser beaucoup de coups d'État, même s'ils sont toujours derrière certains d'entre eux, notamment au Gabon. Et aujourd'hui, c'est les troupes Wagner du président Poutine qui ont remplacé les mercenaires de Bob Denard pour assurer la pérennité des régimes militaires, notamment au Sahel. Et c'est la raison pour laquelle le Mali, le Niger et le Burkina Faso, forts de ces mercenaires russes, se permettent des invectives, des campagnes de dénigrement à l'endroit de l'Algérie. S'il n'y avait pas les mercenaires de Wagner, qu'on appelle aujourd'hui Africa Corps, croyez-moi, il y aurait un autre son de cloche et que nos frères maliens, nigériens, burkinabés reviendraient à la raison, croyez-moi. Donc là, il y a un double jeu de nos amis russes. Vous savez que nous achetons à peu près 90% de l'armement à nos amis russes, et là, nos amis russes jouent un double jeu extrêmement délicat au Sahel contre les intérêts de l'Algérie. Et vous voyez bien, depuis qu'il y a les troupes Wagner, les relations se sont détériorées entre l'Algérie et nos voisins du Sahel. Alors, un ancien ministre de la Justice du Mali, vous savez, c'est la grande école, hein, qui s'appelle M. Mamadou Ismaïla Konaté, parle de troisième coup d'État au Mali, avec l'abrogation, c'est-à-dire la fin des partis politiques et de la vie politique au Mali. Donc, ce coup d'État-là, il l'appelle coup d'État juridique. Vous vous en souvenez, en 2017, le 15 août 2017, lorsque le chef du gouvernement de l'époque, qui s'appelle Si Abdelmajid Tebboune, avait été limogé par le frère de l'ancien président, donc Saïd Bouteflika, j'avais parlé de coup d'État politique. Donc là, aujourd'hui, au Mali, nous assistons à un coup d'État juridique. Et ça, c'est extrêmement grave. Alors, il n'y a pas que l'abrogation des partis politiques. Là, nous observons au Mali que le pouvoir en place est lui-même en train de pratiquer du terrorisme. Et je vais m'expliquer. Donc, vous vous souvenez que le Mali accuse l'Algérie de terrorisme. Mais que se passe-t-il en ce moment au Mali? Regardez ce qui se passe. Alors, je vous montre cette carte. Alors, il y a 27 hommes qui ont été interpellés dans un marché au bétail dans la région de Mopti. Mopti, c'est, on va dire, dans le sud du Mali. Regardez, c'est ici. C'est entre Bamako, la capitale, et Tombouctou. Ici, dans la région de Mopti, il y a marché au bétail et il y a 27 personnes qui ont été interpellés. Donc, c'était le 12 mai, donc le jour même de l'abrogation des partis politiques au Mali. Et que s'est-il passé? Ils ont retrouvé 20 corps dans des fosses communes. Ces personnes-là ont été tuées par l'armée malienne. Donc, l'armée malienne a exécuté des Maliens dans un marché près de Mopti, et la ville s'appelle, donc ça s'appelle Diafarabé, près de Tenunku dans la région de Mopti. Vous imaginez la gravité? Et nos frères maliens, donc qui veulent donner des leçons de démocratie à l'Algérie, ont attendu 3 jours pour laisser certains membres des familles aller sur les lieux où ont été massacrés leurs frères, leurs familles maliennes,
mais à condition qu'ils n'amènent pas avec eux des portables, parce qu'il fallait pas montrer les corps dans les fosses communes. Est-ce que vous imaginez la gravité? Ça s'appelle du terrorisme d'État. Donc voilà, terrorisme d'État. Vous connaissez le juge antiterroriste français Marc Trévidic, il a écrit un livre qui s'appelle Terroriste. Vous savez, c'est le fameux juge qui a dit qu'il serait très content s'il y avait un renversement de régime en Algérie. En clair, il serait très content s'il y avait un coup d'État en Algérie. Ce livre-là, ça s'appelle du terrorisme intellectuel. Donc nos frères maliens au pouvoir exercent du terrorisme tout court à l'endroit de leurs frères qui sont aussi nos frères. Donc, plus de 20 corps ont été retrouvés dans des fosses communes, dans un marché au bétail, au sud du Mali. Rabbi yarhamoum. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec cela? Qu'est-ce qu'on doit faire? Vous savez, les Maliens ont oublié que nous avons une histoire commune, pas simplement depuis 62. Les Français nous ont colonisés. Vous savez, il y a un livre qui fait combien? Allez, je l'ai lu en prison celui-là, hein, 1100 pages. Livre noir du colonialisme. Nous avons été victimes, et eux, nos frères maliens, et nous, du colonialisme français. Et au lieu de montrer de la solidarité, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'attaque. On s'attaque par médias interposés, par conférences interposées, et ça, c'est pas très digne d'un grand pays comme le Mali. Alors, derrière tout ça, mes chers compatriotes, il y a certains cercles intellectuels qui essaient d'organiser à Bamako, dans la capitale malienne, des réunions, des débats. Et récemment, donc il y a quelques jours, il y a des intellectuels et des hommes politiques maliens qui ont organisé donc un débat sur la crise diplomatique avec l'Algérie. Voilà. Donc c'était une table ronde pour essayer de discuter de cette crise, donc autour de 3 thèmes. Donc le premier thème, c'était la relation Mali-Algérie, donc de l'époque précoloniale à nos jours, et nous allons y arriver, à l'époque précoloniale, les enjeux géopolitiques et géostratégiques de la zone sahélo-saharienne. Comme vous savez, cette région fait régulièrement l'objet d'attaques terroristes. Et vous avez bien vu que les régimes militaires au Mali, au Niger et au Burkina Faso n'ont pas réussi à régler le problème du terrorisme, malgré la présence des mercenaires de Wagner. Donc c'est pas facile de lutter contre le terrorisme. Vous avez bien vu que l'armée russe a déjà beaucoup de mal en Ukraine, donc comment voulez-vous qu'elle arrive à régler le problème du terrorisme au Sahel? Et le troisième thème, c'est l'anthropologie des populations transfrontalières. Ben, il parle très clairement des Touaregs, parce que c'est eux qui sont entre le Niger, l'Algérie et le Mali et la Mauritanie. Et cette rencontre a été présidée, donc cette table ronde autour de la thématique des relations entre l'Algérie et le Mali a été présidée par un ministre qui est professeur, qui s'appelle Monsieur Kansai, voilà, Bourema Kansai. Donc c'est lui, Bourema Kansai. Donc c'est un grand intellectuel, hein, donc c'est pas un apparatchik du monde politique malien classique. Donc le ministre, donc il est ministre à la fois de l'enseignement supérieur, Monsieur Bourema Kansai, et il a souligné l'importance de manifestations scientifiques pour analyser les principaux défis nationaux. Donc en clair, le Mali, en dehors du pouvoir militaire qui est un peu extrêmement limité sur le plan intellectuel, excusez-moi de le dire et de le préciser ainsi, il y a quand même des grands intellectuels maliens. Moi j'ai eu l'occasion de faire une tournée au Mali, dans 7 autres pays d'Afrique de l'Ouest en septembre 2023 avec mon fils, et nous avons rencontré un grand intellectuel, un grand écrivain à Bamako, que je tiens à saluer ici, Monsieur Ousmane Diarra, et donc nous avons échangé. D'ailleurs, j'avais publié notre échange. À l'époque, les relations étaient bonnes, et ensuite elles se sont dégradées, car vous savez, l'être humain, quand il arrive au pouvoir, il manque de sagesse. Le pouvoir rend fou, vous savez, il rend un peu même... il fait perdre le sens des réalités. Et donc, nous avons échangé donc avec cet écrivain malien, Monsieur Ousmane Diarra, sur comment on pouvait essayer d'atténuer
ces divergences entre l'Algérie, le Mali et au-delà, les relations, faire en sorte que les relations entre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire soient beaucoup plus apaisées, beaucoup plus fraternelles. Donc on avait prévu d'organiser des choses, mais avec ce qui est en train de se passer, ça devient compliqué. Mais bref, nos frères maliens essaient de faire du soft power pour essayer d'expliquer un peu ce qui est en train de se passer. Et donc, lors de cette table ronde, ils ont évoqué l'incident du drone. Ils ont considéré que l'affaire du drone qui a été abattue par l'armée algérienne était au cœur des tensions entre Alger et Bamako, en ne disant pas que ce drone-là était en territoire algérien. Alors, ils ont dit que l'affaire du drone a déclenché une escalade régionale et c'est ce qui a mis à mal la solidarité entre l'Algérie et le Mali, mais dans le même temps, ils disent que cette affaire-là a permis de montrer la solidarité des pays de l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Car aujourd'hui, pour le Mali, ce qui est important, c'est de s'entendre avec le Niger et le Burkina Faso. Je vous rappelle que ces trois pays sont sortis de la CEDEAO, c'est-à-dire l'organisation panafricaine de l'ouest de l'Afrique. D'ailleurs, je tiens à le déplorer, car mieux vaut faire partie d'une organisation malgré tous les défauts plutôt que de s'isoler. Je ne serai jamais partisan de la stratégie de la division pour mieux régner. Et ces intellectuels et hommes politiques qui étaient présents à cette table ronde à Bamako ont dit que finalement cette réaction concertée du Mali, du Niger et du Burkina Faso constituait un acte de défense de souveraineté. Vous savez, c'est le grand mot en ce moment au Mali, au Niger et Burkina Faso, c'est de parler de souveraineté, le souverainisme. Voilà. On est libre, on est indépendant, personne n'a son mot à dire contre nous, en oubliant que s'il n'y avait pas les mercenaires de Wagner, il n'y a aucun de ces trois régimes qui resterait en place. Je vous donne un exemple. La garde rapprochée du président du Burkina Faso, donc Monsieur Traoré, est assurée par 300 mercenaires de Wagner. Donc c'est même pas des Burkinabés qui assurent sa sécurité présidentielle, ce sont des Russes. Et il faut faire attention avec des étrangers qui assurent la sécurité d'un président ou d'un roi. En général, ce sont ceux-là même qui organisent des coups d'État. Ça dépend combien on les paye, parce qu'un mercenaire, il fonctionne pas à la religion, il fonctionne pas à l'idéologie, il fonctionne pas au patriotisme, il fonctionne à l'argent. Le jour où il y a moins d'argent, Monsieur Traoré ne pourra plus assurer sa sécurité. Il sera victime lui aussi d'un coup d'État comme Thomas Sankara à l'époque où Blaise Compaoré, après lui. Donc soyez prudents, mes frères du Burkina Faso, du Mali ou du Niger. Le jour où on n'aurait plus l'argent de l'or pour payer les mercenaires, vous serez vous aussi victime de coups d'État. L'histoire se répète malheureusement, mais encore faut-il lire des livres d'histoire. Donc je continue avec cette rencontre où ils ont mis en avant la souveraineté malienne, la réaffirmation de la souveraineté malienne. Et selon le ministre M. Bourema Kansai, dont je vous dirai sa formation dans quelques secondes, il dit qu'une nouvelle narration axée sur le respect de la souveraineté, les intérêts nationaux et la mémoire commune entre les deux pays, c'est-à-dire l'Algérie et le Mali, doit être construite. Donc là, il fait un petit effort quand même. Il fait un petit effort qu'il faut qu'on développe une mémoire commune entre les deux pays. Donc, alhamdoulilah. Il est jugé essentiel aussi de déconstruire les idées fausses circulant au sujet du Mali. Vous vous rendez compte? Donc d'un côté, il dit qu'il faut qu'on mette en place une mémoire commune entre l'Algérie et le Mali, mais en même temps, il faut lutter contre les idées fausses circulant au sujet du Mali. Et l'Algérie n'a aucune idée fausse sur le Mali. La preuve, c'est pour ça qu'à chaque fois, régulièrement, il y a des accords de paix et de réconciliation qui sont signés à Alger pour faire en sorte que les Maliens arrivent à s'entendre entre les Touaregs au nord et les populations, on va dire, traditionnelles noires au centre et au sud du pays. Donc il n'y a pas d'idée fausse, à vrai dire. Il n'en demeure pas moins que le ministre a encouragé les participants à cette table ronde à formuler des recommandations concrètes et innovantes. Donc là, je tiens à saluer ces deux mots, concrètes et innovantes, susceptibles d'aider les autorités maliennes à consolider la souveraineté du pays. Donc en clair, le ministre demande aux participants à cette table ronde de formuler des idées nouvelles
En gros, ne pas répéter toujours la même chose, un peu comme certains de nos diplomates qui répètent depuis 75 les mêmes éléments de langage. Au moins, le Mali, là, il montre qu'il est ouvert à de nouvelles idées, même si par ailleurs, le pouvoir militaire en place a décidé de mettre fin à toute vie politique. Donc voilà, il y a une petite contradiction entre la réalité et ses vœux pieux, peut-être, mais quand même, il y a une démarche qu'il faut saluer. Et en conclusion, il dit que la crise diplomatique entre le Mali et l'Algérie a été replacée dans une perspective historique, géopolitique et sociale. Pendant cette table ronde, il est attendu que les recommandations issues de ces débats alimentent la stratégie du Mali pour la défense de la souveraineté nationale. Donc, en clair, le gouvernement malien attend des recommandations, mais uniquement pour renforcer la souveraineté nationale. Donc, on ne sait pas s'il veut que le Mali et l'Algérie s'entendent ou plutôt, allez, pondez-nous des recommandations pour encore plus affirmer la souveraineté du Mali. Et la dernière phrase, le dialogue entre les deux nations, c'est-à-dire algérienne et malienne, s'impose comme une nécessité pour la stabilité de la région. Donc, enfin, voilà, il y a quand même une phrase où il y a un peu d'espoir. Voilà, c'est ici. Donc, le dialogue entre les deux nations s'impose comme une nécessité pour la stabilité de la région. Alhamdoulilah. Alors, qui est notre ami, notre frère Bourema Kansai, donc qui est ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Mali, donc c'est un grand intellectuel. Ben, figurez-vous qu'il a été formé en Russie. Il est titulaire d'un doctorat en sciences juridiques de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg en Russie et expert du droit pénal et de criminologie. Il est, entre autres, professeur titulaire et recteur de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Donc c'est pas rien, c'est un vrai intellectuel qui parle parfaitement le russe. Donc vous avez compris, formation en Russie, Wagner qui soutient le régime, c'est peut-être une passerelle entre le pouvoir en place qui parle pas russe et ce grand intellectuel. Et en 2017, il a notamment publié une étude qui s'appelle « La justice populaire et l'état de droit ». Bah, ça tombe bien puisque en ce moment, le Mali a décidé de mettre fin à tout état de droit avec la suppression des partis politiques. Et il est notamment spécialiste de la criminalité organisée transfrontalière. Et donc, il a publié cette étude en 2019. Et quand on voit qu'au marché de Diafarabé, on a massacré des Maliens dans un marché au bétail, il a du pain sur la planche, sachant que le problème numéro 1 au Mali, vous le savez, ce sont les Touaregs au nord du Mali, qui constituent, j'aimerais dire, la principale préoccupation du pouvoir militaire malien. Donc, le ministre Bourema Kansai, en tant que spécialiste du crime organisé transfrontalier, normalement, il devrait être l'interlocuteur privilégié entre les Touaregs et le pouvoir à Bamako. Donc, il faut saluer que un monsieur de cette stature intellectuelle soit en fonction dans le cadre du gouvernement malien, mais je ne sais pas si sa parole ou son prestige intellectuel va pouvoir jouer un rôle avec la fin de la vie politique au Mali. Alors, là, je vous ai parlé du Mali, mais parlons maintenant de ce que fait ou de ce que font les deux autres partenaires du Mali, c'est-à-dire le Niger et le Burkina Faso, et notamment, je vais vous citer un journal du Burkina Faso qui s'appelle « Aujourd'hui au Faso ». Et regardez comment il présente la récente entrevue entre 3 ministres des Affaires étrangères du Mali, du Niger et du Burkina Faso au Maroc. Vous savez que le roi du Maroc, Mohamed VI, a reçu ces 3 ministres des Affaires étrangères de 3 pays fâchés avec l'Algérie. Car maintenant, il n'y a plus de relations diplomatiques. En tout cas, il n'y a plus d'ambassadeurs des deux côtés entre l'Algérie et ces 3 pays de l'AES. Et vous savez que nos frères marocains profitent de n'importe quel conflit pour s'immiscer entre nos partenaires naturels. Et oui, c'est de bonne guerre. Alors, que dit le journaliste aujourd'hui au Faso, c'est d'ailleurs Burkina Faso, l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Regardez.
Extraordinaire quand même. Hein. Ah, ils n'ont pas froid aux yeux, nos amis du Burkina Faso. L'ennemi de mon ami est mon ennemi. Voilà, l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Donc en clair, puisque le Maroc ne s'entend pas avec l'Algérie, eh ben nous on va aller au Maroc. Extraordinaire. Hein. Alors, que dit l'article? En envoyant ses diplomates au Maroc, l'AES solde ses comptes avec l'Algérie. Donc en clair, ces trois pays de l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont envoyé leur ministre des Affaires étrangères au Maroc pour provoquer encore plus l'Algérie. Incroyable. Hein. Mais vous croyez que c'est de la diplomatie, ça? Ça, c'est de la stratégie du bac à sable, ça. On est à l'école maternelle. Là. Incroyable. Hein. Vous imaginez le niveau des relations diplomatiques que nous avons en ce moment en Afrique du Nord et au Sahel? Donc ça, c'était le 28 avril. Mohamed VI a reçu les chefs de la diplomatie des trois pays de l'Alliance des États du Sahel. Et il dit que c'est un pied de nez à l'Algérie. Pied de nez à l'Algérie. Vous imaginez? Comment voulez-vous développer une fraternité africaine, musulmane, sahélienne, saharienne? Mais c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Alors je poursuis. Il dit que la notoriété publique est faite que le casus belli, c'est-à-dire acte de guerre, que constitue le Sahara occidental entre le Maroc et l'Algérie, ce territoire considéré par l'ONU comme non autonome est revendiqué par le Maroc, mais contesté par les indépendantistes du Front Polisario soutenu par l'Algérie, avec de plus en plus une ascendance diplomatique du premier, c'est-à-dire le Maroc, sur le second, c'est-à-dire l'Algérie. Et le Maroc envisage, cette phrase est importante, le Maroc envisage tous ses liens avec un pays par rapport à ce marqueur sensible qu'est le Sahara occidental. Donc en clair, les Burkinabés disent que pour les Marocains, il n'y a ni Afrique, ni solidarité musulmane, ni rien du tout. C'est ou bien vous nous soutenez par rapport à la question du Sahara occidental, et dans ce cas-là, on entretient des relations avec vous. Si vous ne nous soutenez pas, aucune relation. Au moins, c'est clair. Ils sont conscients, nos amis burkinabés. Hein, et ils disent, c'est connu, l'ennemi de mon ami est mon ennemi. L'AES profite du Maroc pour solder momentanément ses comptes avec l'Algérie. Donc, en gros, c'est une vision à très, très court terme. Et on est loin de l'unité africaine, hein, ou de l'Union africaine. Hein. Et ils disent, depuis fin mars et la destruction du drone malien à Tinzewatine par l'Algérie, c'est un gel polaire qui fige dans la glace les relations entre ce pays, entre l'Algérie et l'AES. Or, avec le Maroc aussi, ça ne va pas. C'est-à-dire entre l'Algérie et le Maroc, ça ne va pas. C'est de notoriété publique. Donc voilà, nos amis du Burkina Faso, du Niger, du Mali font exprès de provoquer l'Algérie en répondant à une invitation du roi du Maroc qui leur a promis l'accès à l'océan Atlantique. Parce que vous savez que le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont enclavés au sein du Sahara. Et donc, il n'y a pas d'accès à la mer. L'accès à la mer, il faut passer par la Mauritanie, au Sénégal, ou bien Mali, Mauritanie, Sahara occidental, et là, vous avez accès à l'Atlantique. Donc voilà, le roi Mohamed VI joue son va-tout en essayant de continuer à semer la zizanie entre les trois pays de l'AES et l'Algérie. Pour un commandeur des croyants, c'est pas terrible quand même, hein. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il nous a habitués à pire avec Tel Aviv, hein, en s'alliant avec le génocidaire Netanyahou qui massacre tous les jours nos frères palestiniens. Oui. C'est ce qu'on appelle la réelle politique, la raison d'État. Tout ou tard, ça finit par se payer, ne vous inquiétez pas. Alors, nos amis du Sahel, donc Mali, Niger et Burkina Faso. Alors, je vais vous rappeler un peu d'histoire, puisque nos amis maliens aiment bien l'histoire. Est-ce que vous connaissez l'empire de Songhai? Regardez, l'empire Songhai. Regardez, oui, ce qu'il est l'empire Songhai. Au centre, vous voyez, c'est le Mali. Vous avez, à l'est du Mali, vous avez le Niger. À l'ouest du Mali, vous avez la Mauritanie et le Sénégal. Voilà, donc l'empire de Songhai, c'était énorme. Est-ce que vous savez que l'empire Songhai, c'était le plus grand et le dernier empire d'Afrique de l'Ouest. Plus grand et dernier empire d'Afrique de l'Ouest. Empire Songhai.
Vous pouvez en parler aux Maliens, aux Nigériens, aux Mauritaniens, aux Sénégalais, aux Burkinabés. Il va dire, bien sûr, le Songhai, c'est un peu comme si on pouvait dire, allez, à l'échelle de tous les musulmans, l'empire omeyyade ou l'empire abbasside entre le 7e et le 13e siècle. Voilà, l'empire Songhai, c'est très important. C'était un empire extrêmement riche entre le 15e et le 16e siècle. Alors, il a été créé en 1464 et il a disparu en 1591. Donc, souvenez-vous de cette date, 1591. Et à votre avis, qui a mis fin à ce magnifique empire Songhai? Allez, une petite devinette. Qui a mis fin à ce magnifique empire Songhai, dont le centre était le Mali, hein, donc il y avait Tombouctou, Gao et Djenné. Voilà, c'est trois principales villes de l'époque. Et à l'époque, vous savez, Tombouctou, c'est pas comme aujourd'hui, c'est une petite ville aujourd'hui, mais à l'époque, c'était plus de 100 000 habitants. Imaginez-vous, 16e siècle, Tombouctou, Gao, 100 000 habitants. Il y avait à Tombouctou entre 150 et 180 écoles coraniques, sans compter les dizaines de mosquées. Qui a détruit l'empire Songhai, le dernier empire noir africain? À votre avis, qui? Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est le Portugal? Est-ce que c'est l'Espagne? Parce qu'à l'époque, c'était des grandes puissances. Est-ce que c'est l'Angleterre? Eh ben non, ni l'Angleterre, ni la France, ni l'Espagne, ni le Portugal. Et là, j'appelle nos frères maliens du Niger, du Burkina Faso à lire un petit peu. De toute façon, ils sont au courant, mais ben écoutez, c'est nos frères marocains qui ont détruit le dernier grand empire d'Afrique de l'Ouest. Eh oui, nos frères marocains. Alors, nos frères marocains, ils s'arrêtent au Sahara occidental, mais ils devraient revendiquer aussi le Mali, puisque en 1591, nos frères marocains ont envahi et détruit l'empire Songhai du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de Mauritanie, du Sénégal. Eh oui, incroyable quand même. Et aujourd'hui, nos frères maliens du Niger et du Burkina Faso ont la mémoire courte. Ils ont oublié qu'ils ont accepté une invitation d'un descendant de celui qui a détruit le dernier empire d'Afrique de l'Ouest, l'empire Songhai. C'est pas l'Algérie. C'est pas l'Algérie qui a détruit l'empire Songhai, mes frères maliens. Non, c'est notre frère de l'Ouest, c'est le Maroc. Ahmed al-Mansour al-Zahabi. Et oui, c'est comme ça qu'on l'appelait. 1591, c'était le 12 avril 1591 à la bataille de Tondibi. Et oui, Tondibi. Et vous savez, à l'époque, et là vous allez sourire, j'en suis sûr que vous allez sourire. Et à l'époque, nos frères marocains, musulmans, vous savez, on est tous musulmans dans cette affaire. L'Algérie musulmane, le Maroc musulman, Malien musulman, Niger musulman, Burkina Faso musulman, Mauritanie musulman, Sénégal musulman. On était tous musulmans, mais nos frères marocains ont détruit, massacré. Il y a eu près de 30 000 esclaves qui ont été ramenés au Maroc. Vous imaginez, dont un grand théologien de Tombouctou. Eh oui, c'est comme ça. Vous vous rendez compte, un grand théologien musulman qui a été réduit en esclavage. Et oui, par Ahmed al-Mansour, l'ancien sultan du Maroc. L'histoire, elle est implacable, vous savez, elle est implacable. Alors, tous les historiens connaissent cette histoire, et même les Marocains, regardez les Marocains, j'ai fait exprès de vous imprimer donc un journal marocain qui s'appelle Zaman, le Maroc d'hier et d'aujourd'hui, donc le 11 avril 2023, en titre, ça s'est passé le 12 avril 1591, la bataille de Tondibi. Ah, ils sont très fiers, les Marocains, d'avoir détruit le plus grand et le dernier empire d'Afrique de l'Ouest. Vous imaginez, un empire musulman, hein. C'était pas un empire chrétien, c'était pas un empire juif, c'était pas un empire bouddhiste, c'était un empire musulman détruit par le sultan musulman Ahmed al-Mansour. Et Ahmed al-Mansour, il avait envoyé des mercenaires. Il s'appelle Jodel Pacha. À vrai dire, il s'appelait Guevara. Donc vous imaginez, il a envoyé des mercenaires espagnols pour détruire le royaume Songhai. Voilà, donc le sultan marocain Ahmed al-Mansour a envoyé des mercenaires espagnols avec à sa tête, il s'appelait Guevara. Il a fait exprès de prendre un nom à consonance musulmane, Jodel Pacha, mais c'est un chrétien espagnol, pour détruire le dernier empire d'Afrique de l'Ouest.
Donc voilà, nos frères marocains sont très contents de dire la bataille de Tondibi du 12 avril 1591 était l'ultime bataille qui ouvre la route de Tombouctou au Maroc. Donc ils ont détruit Tombouctou, bien sûr. Tondibi est le dernier bastion de l'Empire Songhai. Regardez. Tondibi est le dernier bastion de l'Empire Songhai. Et ils disent que le sultan Sa'adia Ahmed al-Mansour, donc 1578-1603, décide de se servir lui-même en or et en sel d'Afrique subsaharienne. Jamais le pouvoir du Maroc ne se sera étendu aussi loin au sud. Donc voilà, il a détruit l'empire Songhai du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Mauritanie, du Sénégal, et il s'est servi en or et en sel, parce qu'il y avait beaucoup d'or à l'époque dans la région. Donc voici nos amis du Burkina Faso qui aujourd'hui veulent jouer la stratégie de l'ennemi de mon ami et mon ennemi en oubliant qu'à la bataille de Tondibi, eh ben, celui qui les a reçus, en tout cas l'ancêtre de celui qui les a reçus, détruit leur empire. C'est extraordinaire. Vous savez, quand les gens n'ont rien dans la tête, en oubliant l'histoire. Voilà. Et puis ils sont fiers, hein, nos amis burkinabés. Hein. Ils sont fiers. Ben oui, mais quand vous allez avoir votre prochaine bataille de Tondibi, ce jour-là, vous allez pleurer, vous allez taper à la porte de l'Algérie. L'Algérie, s'il vous plaît, aidez-nous, parce qu'il y a un nouveau descendant de Ahmed al-Mansour qui veut nous détruire. Voilà. Et donc là, dans une revue qui s'appelle World History Encyclopedia, ils disent que l'Empire Songhai a été attaqué et absorbé par l'Empire marocain en 1591. Voilà. Donc vous tapez bataille de Tondibi, avril 1591, et vous allez voir une littérature extrêmement riche. La bataille de Tondibi, ça a été le cercueil de l'Empire Songhai, du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment on peut aborder l'avenir des relations entre le Mali et l'Algérie? J'appelle les uns et les autres à faire preuve de sagesse, de respect des uns et des autres, et à méditer cette maxime de Napoléon, parce que parfois les Corses, vous savez que Napoléon est corse, il n'est pas français. Vous savez que la Corse est devenue française en 1769. Elle avait été vendue par Gênes, les Génois, à la France en 1768, et Napoléon est né en 1769. C'est pour ça qu'il est français. Mais à une année d'écart, il n'était pas français, Napoléon. Donc voilà, souvenez-vous que Napoléon n'était pas français, c'est un Corse. Et la Corse était italienne avant d'être française en 1768, et Napoléon est né en 1769. Donc Napoléon disait, il faut faire la politique de sa géographie. Faire la politique de sa géographie. Et vous observerez que le Mali n'a pas de frontière avec le Maroc, le Burkina Faso n'a pas de frontière avec le Maroc, et le Niger n'a pas de frontière avec le Maroc. Ceux qui ont une frontière avec le Maroc, vous savez c'est qui? C'est l'Algérie, et je vais vous le montrer. Voilà. Ceux qui ont une frontière avec le Mali, c'est l'Algérie. Donc à un moment donné, il faut méditer la maxime de Napoléon. Il faut faire la politique de sa géographie. Voilà. Ben, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Ou tahiyya al-Jazair.